Alors, je vais vous présenter Sonia Anton. Chère Sonia, je suis ravi de vous avoir à mes côtés à cet instant. Vous êtes maître de conférence à l'Université du Havre et vous avez écrit Céline Épistolier aux éditions Quinet, il y a déjà quelques années. Il y avait un sous-titre, je crois, écriture épistolaire, écrit littéraire. En tout cas, vous travaillez actuellement sur cette question très intéressante, c'est-à-dire un écrivain, il écrit pour des livres, et puis il écrit aussi tous les jours à ses amis, à sa famille, à des correspondants, et vous comparez ces deux modes d'écriture en quelque sorte. Voilà, donc je suis ravi et je vous donne la parole pour votre intervention. Merci beaucoup, Maître Gibault. Je voudrais donc vous livrer aujourd'hui quelques remarques portant sur la dimension littéraire des lettres de Céline, dans la mesure où leur publication en 2009 dans la Pléiade a été l'occasion de réinitier la réflexion autour de la notion d'œuvre épistolaire. Rappelons tout d'abord qu'il ne va pas de soi aujourd'hui d'utiliser ce terme d'œuvre pour désigner un ensemble de lettres. Jusqu'à l'époque classique, les historiens de la littérature n'hésitaient pas à ranger les correspondances d'auteurs parmi les genres littéraires. Nombreux sont alors les écrivains qui atteignent la consécration, essentiellement grâce à leur œuvre épistolaire, Guette-Balzac, Chaplin, Madame de Sévigné, pour ne citer que les plus connus. Mais les contours donnés au genre épistolaire changent au XIXe siècle, notamment pendant la période romantique, moment où le genre bascule du côté de l'intime, après avoir été une pratique exclusivement rhétorique. On n'a pourtant jamais autant édité de correspondances qu'à l'époque moderne, et l'on peut parler ces 20 dernières années d'une véritable prolifération de publications. Les choix qu'opèrent les éditeurs témoignent du caractère ambigu et mouvant de l'objet lettre. Certains corpus s'inscrivent ainsi à part entière dans l'œuvre intégrale d'un auteur, comme c'est le cas par exemple des lettres d'Antonin Artaud. Pour d'autres écrivains, il est question de correspondances générales, publiées parallèlement à l'œuvre, comme celle de Flaubert ou de George Sand. Pour Céline, les éditions Gallimard ont choisi l'anthologie. Ajoutons que le prestige, associé à la Pléiade, donne à ces textes une reconnaissance institutionnelle. Le choix de la locution « œuvre épistolaire » est commode pour désigner ces correspondances d'écrivains dont la valeur esthétique est éminemment variable d'un auteur à un autre. La correspondance est alors perçue comme un lieu d'écriture spécifique, même si la question de sa littérarité reste entière. Cette question est plus simple pour les auteurs qui ont publié une partie de leur œuvre de leur vivant, comme André Gide, car on considère qu'une intention d'art a précédé à l'écriture. D'autres écrivains ont préparé la survie et la reconnaissance posthume de leurs courriers, telle Marguerite Yourcenar, qui a conservé des doubles de ses propres lettres. Ce n'est pas le cas de Céline. Mais parmi les épistoliers les plus célèbres et les plus brillants, figurent des auteurs, et non des moindres, qui ont répugné à l'idée de voir leurs lettres paraître un jour, tels Voltaire, Flaubert et Proust. Je me suis doublement interrogée pour Céline. Tout d'abord, en quoi ces lettres forment-elles une œuvre épistolaire susceptible d'accompagner la production fictionnelle? Je préciserai que cette appellation ne s'applique pas à toutes les correspondances d'auteurs. Les amateurs de lettres ont tous expérimenté la déception de trouver certains courriers d'écrivains ennuyeux, n'entretenant qu'un rapport lointain et anecdotique avec l'œuvre. Puis je suis allée un peu plus loin. A-t-on affaire à une œuvre littéraire à part entière? Il est fort difficile de répondre à cette question sans se frotter aux questions théoriques touchant aux frontières littéraires. On marche un peu sur des œufs. L'épistolaire fait depuis une dizaine d'années partie du programme du bac, mais seules les lettres à Sophie Voland de Diderot ont figuré à l'agrégation en 87. On rencontre des positions très affectives, comme celle qui touche aux lettres de Flaubert. Nombreux sont en effet les lecteurs de cet auteur qui placent sa correspondance au même niveau que les autres œuvres. C'est un discours qui commence à être admis, même s'il est controversé par les spécialistes, lui opposant des arguments de théorie littéraire. À mi-chemin entre l'affectif et l'approche universitaire, je vais tenter d'énumérer ce qui, à mon sens, fait œuvre, non pas seulement œuvre épistolaire, mais œuvre tout court, dans la correspondance de Céline. Les lettres de Céline répondent en premier lieu à tous les critères permettant de définir une correspondance d'écrivain par opposition à une correspondance ordinaire. Elles offrent un accompagnement inestimable de l'œuvre, dont elles sont tour à tour l'antichambre et le reflet.
Elles nous permettent de suivre la gestation et la jeunesse des romans et constituent en ce sens des pièces d'archives de la création. Elles sont aussi le lieu où se déploie la poétique célinienne, où s'expriment des notions chères à Céline, le métro émotif, les thèmes de la danse, de la musique, du rythme de l'écriture, l'importance du lyrisme émotif, du délire, du travail ouvrier, la recherche d'une ère intime. Cette poétique est presque exclusivement formulée au moyen de métaphores qui nous font aussi pénétrer dans l'imaginaire de l'auteur, car les obsessions de Céline sont intimement associées à sa conception de l'écriture. On rencontre ainsi plusieurs motifs appartenant autant à l'art littéraire qu'à l'imaginaire célinien. L'obsession de la mort et du temps qui passe, la rêverie générée par la mer et les éléments liquides, l'aspiration à la légèreté, notamment incarnée par les danseuses, et son corollaire, la hantise de ce qui pèse et enracine. Dans les images qu'elle déploie, la correspondance est traversée de moments de fulgurance poétique dans lesquels s'exprime, de façon unique et reconnaissable entre mille, la voix et la prose de l'écrivain. En 1933, à propos du masque mortuaire d'une femme retrouvée noyée dans la Seine, on trouve ce développement sur le souvenir et le temps qui efface. Il faut ce genre d'occasion pour percevoir tout autour de soi cette silencieuse persistance poétique chez les anonymes, qui disparaît dans le silence aussi, sans laisser de traces, jamais. Un jour, quand je serai vieux, je ferai un livre dans ce sens, à la recherche des choses du cœur qui s'en vont. Sur l'obsession de la mort, à son amie Évelyne Paulet en 1933, je ne suis guère qu'un instrument de travail, je me traite ainsi. L'existence est bien trop lourde et monotone sans un continuel artifice. Quelle atroce fatigue! Toute l'épaisseur de notre malheur nous sépare des moindres vérités, des plus tranquilles joies. Nous sommes voués à l'ennui, notre vie n'est qu'une mort sans élan. Sur la lourdeur des hommes, à la même en 1938. Je ne suis qu'un ouvrier, vous savez, d'une certaine musique. Je cherche n'importe où mes notes, où je les trouve, dans le clair ou dans les ténèbres. Tout le reste m'est infiniment indifférent, incompréhensible, paniquement ennuyeux. Ce monde me paraît extraordinairement lourd, avec ses personnages appuyés, insistants, vautrés, soudés à leurs désirs, leurs passions, leurs vices, leurs vertus, leurs explications. Lourd. Sur la légèreté et la rêverie, à Lucien Descaves en 1947, à propos de ses confrères écrivains. Ils ne savent pas encore comment transposer le parler en écrit. Ils s'agacent, ruent, tergiversent, confondent, vitupèrent, merdoient, c'est piteux. Ils prennent la brutalité pour du caractère et le biscornu, l'abracadabrant pour du fantastique. Tous ces petits velléitaires manquent de songe. Ils ne sont portés par rien. Comment voleraient-ils? En réfléchissant les obsessions de Céline, la correspondance devient miroir de l'âme, portrait de l'auteur, ce qui obéit à l'une des fonctions les plus classiques et anciennes du genre épistolaire. Céline livre beaucoup de lui-même dans sa correspondance, et ceci malgré lui, puisqu'il a toujours affirmé détester ce qu'il appelait le moi-moïsme, l'obscénité du discours sur soi. Cette correspondance soulève d'ailleurs d'autres paradoxes. Céline a déclaré bien souvent n'avoir pas d'idées à transmettre, n'avoir pas d'opinion. Pourtant, ses lettres, comme son œuvre d'ailleurs, sont traversées d'aphorismes, de sentences sur le monde et les hommes, véhiculent une morale et une vision du monde. La correspondance est le lieu où se formule la pensée de l'auteur, et voilà encore une fonction très classique du genre épistolaire que Céline réinvestit presque malgré lui. Les lettres accompagnent également l'œuvre dans la mesure où la vie de Céline a été la matière première de ses romans. L'écrivain a très tôt conscience de ce lien étroit entre sa vie et ses fictions. À son amie Lucienne Delforge en 1939. « J'ai toujours eu, tu le sais, la vie pas très facile, mais depuis 2 ans c'est une corrida sans appel. Rien au fond ne pourrait me plaire davantage. C'est la bonne vie de vache pour laquelle je suis fait. J'accumule les maléfices, je m'en servirai bien un jour. » Les destinataires de l'épistolier deviennent des personnages du grand théâtre qu'est sa correspondance, et nous usons à nouveau d'une métaphore répandue à l'époque classique pour désigner les échanges épistolaires. Des figures qui deviendront personnages des romans se rencontrent et se croisent dans ces missives et sont souvent déjà accompagnées de leur attribut romanesque. Le Vigan est un excellent poteau. Popol est jaloux comme 36 000 tigres, maléficieux comme 40 sorcières. Si la correspondance est un théâtre, il ne fait pas de doute que Céline en est le metteur en scène, notamment pendant l'exil, où il se transforme en chef d'orchestre, organisant sa défense littéraire et juridique et mobilisant toutes ses troupes d'amis, de relations, d'éditeurs et d'avocats. La rhétorique occupe dans ses courriers une place centrale. La correspondance d'un auteur est enfin le lieu où se construit la figure de l'écrivain, où l'épistolier peut s'affirmer comme auteur.
Le terme de construction est particulièrement approprié à Céline. De façon lucide, l'auteur élabore dans ses lettres les contours qu'il souhaite donner à sa persona d'écrivain. Si l'on peut parler d'œuvre, c'est aussi que ces textes portent une intention, révèlent un travail d'autoportrait de l'épistolier en auteur. Cet autoportrait se réalise à coups de déclarations provocatrices qui témoignent du désir de l'écrivain d'être tenu à la fois pour un cas unique, singulier et déterminant dans l'histoire littéraire. Je proposerai quelques échantillons de ces déclarations fracassantes. Dans la première, Céline associe incongruement la littérature à la pratique du yo-yo, à son ami Cilly Ambord en 1932. Les gens de la littérature s'excitent fort rien qu'avec des mots. Ce sont des créatures du vent. J'ai un grand mépris pour la littérature, Cilly. Elle n'a pas plus d'importance à mon sens que le yo-yo. J'en fais exactement comme du yo-yo, parce que la vie m'est atroce, qu'il faut bien passer le temps et que je ne sais pas jouer au vrai yo-yo. Sur la critique littéraire à un journaliste en 1949. Le jugement de la critique est toujours idiot, celui du public pire, incompétent, bousilleur, pontifiant, aveugle, sourd, snob ou réactionnaire, jamais vrai, jamais juste, toujours de travers et à côté. Au diable ces millions de blablateux, cafouilleux, impuissants, ignobles. Sur les éditeurs à John Marks en 1937. Je n'aime pas les éditeurs, vous le savez, tout pour les emmerder, telle est ma devise. Sur sa place dans le marché littéraire, à son avocat danois en 1946. Je me permets de vous rappeler que ma situation dans les lettres françaises est unique. Je suis l'auteur le plus cher et le plus exigeant du marché français. Je suis impitoyable, atroce. Mon travail est toujours impeccable, irréfragable, absolu, mais mes convictions aussi. J'en arrive à ma seconde question. S'il ne fait pas de doute que la correspondance de Céline escorte la production littéraire, peut-on pour autant la qualifier d'œuvre à part entière? Pour répondre à cette question, et en prenant le parti de contourner ici les distinctions théoriques, je me placerai simplement du côté du lecteur. Il me semble que la correspondance génère un bonheur de lecture qui fonctionne de façon autonome par rapport au roman. Ce plaisir de lecture confère à ces textes une valeur qui dépasse leur simple fonction génétique. Je vous livrerai quelques propositions pour tenter d'expliquer et de comprendre ce plaisir. Tout d'abord, depuis que les lettres ont été rassemblées en un seul volume, la correspondance peut se lire comme un récit fonctionnant de façon autonome, le récit de la vie de Céline. Or, cette vie se parcourt comme un roman. L'écrivain nous invite lui-même à opérer cette lecture en suggérant l'idée qu'il aurait orienté son existence vers les catastrophes pour pouvoir donner matière à ses fictions. À Eugène Daby, « Je n'ai pas besoin, mon vieux, de fignoler mon destin pour le rendre littéraire. La vie me sert au-delà de toute prévision. » Si l'on peut qualifier de romanesque le récit de la vie de Céline, particulièrement à même de happer son lecteur, c'est que cette existence a un caractère éminemment mouvementé, qu'elle est marquée par les ruptures, les chocs, les fuites et les soubresauts. L'écrivain quitte dans les années 20 le confort qu'aurait pu lui procurer un beau mariage et la place de directeur d'hôpital qu'il attendait à Rennes pour parcourir le monde avec la SDN. Il entre en littérature de façon fracassante avec Voyage au bout de la nuit, poursuit sa carrière dans le scandale avec la parution de Mort à crédit, jugée obscène par la critique. Puis il s'engouffre dans la violence des prises de position antisémites dans ses pamphlets. Suivent les ruptures de l'exil et de la prison, les péripéties du procès, les soubresauts de sa réédition. L'écrivain n'aura guère eu le temps ni le loisir d'enculagailler les mouches dans ses lettres, pour reprendre l'une de ses expressions. Cette correspondance s'inscrit par ailleurs dans un moment particulièrement perturbé de l'histoire, puisqu'elle est contemporaine des 2 guerres mondiales. Elle peut se lire comme une vaste chronique, genre que Céline va lui-même choisir de pratiquer dans ses 3 dernières œuvres. Elle émane enfin d'un épistolier qui s'est tristement frotté à l'histoire. La personnalité de l'épistolier est par ailleurs extrêmement haute en couleur, fort atypique et assez fascinante. Le moins que l'on puisse dire est que Céline a eu un caractère bien trempé. En 1933, elle justifie par cette phrase la radicalité de son allocution sur Zola. « Le sens des nuances me fait défaut ». Cette déclaration est programmatique de toute la correspondance. L'est aussi celle où Céline utilise la métaphore de l'écorchement, mettre sa peau sur la table, pour parler de son existence et de sa façon d'être au monde, à Henri Mahé en 1947. « J'ai payé pour tout, effroyablement payé, à la guerre et dans la paix. Les autres trichent, truquent. Je suis toujours prêt à mettre ma peau sur la table. » Tout dans ces lettres est frappé de démesure, la colère comme la joie, la souffrance comme l'indignation, l'apitoiement comme l'enthousiasme. Rien n'est jamais en demi-teinte, ni fade dans ce qu'écrit l'épistolier. Jean Paulhan a considéré que les lettres de Céline s'apparentaient à celles d'un fou,
Albert Parras semble avoir reproché à son ami de souffrir de cyclothymie, ce qui était une façon délicate d'évoquer son caractère de cochon. Une accusation dont se défend Céline. « Oh non, je ne suis pas cyclothymique du tout. La cyclothymie est une maladie artiste et fort distinguée, j'en suis loin. » Il est certain que Céline est un personnage tel qu'on l'entend dans la vie courante, et il n'y a qu'un pas à franchir pour voir en l'épistolier un personnage romanesque, à défaut d'être un personnage de fiction. Sur le parti pris de se situer dans les extrêmes, j'ai voulu extraire quelques citations qui toutes frappent par la démesure de ce qui est affirmé. Démesure dans la souffrance et le pessimisme, à Silly-en-Bord, en 1932. Il y a des jours où la vérité elle-même me dépasse. Je n'ai pas assez de force pour réaliser toute son horreur humaine et mondiale. Il faudrait que je m'oublie pour oublier, que je me laisse moi-même quelque part sur un champ de fumier. Je ne suis plus qu'une espèce de cauchemar qui marche et qui ne tient plus beaucoup à continuer de vivre. Démesure dans l'indignation, à son avocat, sur ses démêlés juridiques avec les successeurs de De Noël, dont Jeanne Voilier. Il est sorti du cercueil de ce malheureux toute espèce de vermine, de funambule, et qui s'arroge des droits extravagants sur mes ouvrages. D'où me tombent, d'où jaillissent tous ces grotesques, brandissant les contrats du mort, pillards notariés. Je voudrais que mon caractère ignoble, ma puanteur trahisonne, ma félonie vérolière fasse rugir le tribunal, qu'il en foudroie la Voilier et son maudit bazar. Démesure dans l'apitoiement et la plainte, à ses amis Augustin Tuzet et Henri Mahé, sur les maux générés par la prison, dans un développement qui rappelle Féerie. Cette foutue pélagre me revient, me mine, vitamine ou pas, connerie, prison que je paye, cachot, etc., saloperie. J'ai la peau du cul qui germe, d'escames, la gueule qui ride, les os qui me taraudent. Les traités ne racontent que des conneries. C'est la bonne vie qui conserve l'homme. Le bonheur, le malheur, la misère le tue. Un point et c'est marre. Des conneries tout le reste. Démesure dans l'enthousiasme et l'engouement esthétique. À Evelyne Paulet, en 1933, sur la beauté des femmes, vous avez deviné, semble-t-il, que j'aimais la perfection physique des femmes jusqu'au délire. C'est une vérité que je vous livre, elle commande toutes les autres. L'antisémitisme de Céline sera malheureusement frappé au même saut de la démesure, voire du délire, lorsque l'épistolier va jusqu'à soupçonner Racine d'avoir des ascendances juives ou chercher dans la prose de Proust les indices d'une écriture talmudique. Les missives bienveillantes et douces de Céline frappent d'autant plus à la lecture qu'elles sont minoritaires. L'écrivain a très souvent répété être un ami fidèle, ce qu'il fut en effet avec ses plus proches compagnons. Les lettres qu'il a adressées aux jeunes femmes qui ont traversé sa vie, à commencer par celle à Lucette des Touches, sont pleines de sollicitude, de conseils paternels, d'affection. Ce sont des lettres d'amour à la façon de Céline. On ne peut pas parler du personnage sans évoquer la voix, la parole qui traverse cette correspondance. C'est une voix très puissante, par moments tonitruante, qui nous parvient de ces lettres. Cette correspondance forme un vaste discours indigné, une grande invective, tant les colères de l'épistolier ont été nombreuses et diverses. Les cibles ont pu être les hommes en général, mais aussi l'URSS, la critique, les confrères écrivains, la France de l'épuration, celle de la Ve République, les éditeurs, la machine juridique, les Danois, les Américains, et j'en passe. Le goût de Céline pour la polémique s'exprime très tôt, dès les années 30, et va prendre son ampleur maximale dans les lettres d'occupation. Puis avec l'exil, les lettres deviennent un grand réquisitoire. La rhétorique occupe une place centrale au sein d'une correspondance devenue désormais un moyen d'action. L'écrivain n'écrit pas pour écrire, pour le plaisir du geste épistolaire ou pour se délasser. Il s'agit de produire une réaction du destinataire. Cette correspondance est aussi particulière par son ton. Tout y est toujours soit terriblement tragique et désespéré, soit comique. Dans son versant tragique, les lettres font d'une vaste élégie, forme traditionnelle à laquelle Céline donne un souffle nouveau et singulier. Mais c'est sur le versant comique que je voudrais insister. La correspondance accorde une place importante au rire. Pour peu qu'on y soit sensible, elle développe toutes les palettes du comique célinien. La capacité de faire rire est affirmée par l'épistolier, notamment pendant l'exil, à son avocat en 1947. Je possède encore, Dieu merci pour le rire, une palette assez riche, tous les tons. Le rire franc, le rire jaune, le rire coucou, le rire cocu, le rire comme on n'a jamais ri. Mais 17 mois de cellule, 4 ans d'exil, la lalie du monde entier, c'est trop, même pour un écrivain comique, le rire figé. La nécessité de demeurer dans le tragicomique est formulée également à son ami André Pulicani, qui l'invite à venir lui rendre visite au Danemark. « Essaye de revenir. Tu t'arrêteras à Corsor, c'est à 15 km. On peut prendre un taxi. Tu verras la misère champêtre. On se fera marrer. Je suis trop vieux pour pleurer. » On peut parler du comique de la caricature et de l'injure. Les échanges avec les éditeurs sont sans doute parmi les plus illustratifs, notamment dans l'irrévérence de Céline envers Gaston Gallimard.
Jeanne Voilier, qui succède à Robert de Noël, est une coquille-grue qui lui tombe de la lune par on ne sait quel micmac fantastique. Gaston Gallimard, un coffre-fort qui fait blabla, un maquereau des méninges. Jean Paulhan est rebaptisé Anémone languide. L'excès avec lequel Céline se dépeint en victime voisine avec l'autodérision qui va se déployer pleinement dans les romans. La figure du pitre est assumée très tôt dans la correspondance et accrédite l'idée que Céline a construit dans ses lettres un discours et une image. À Joseph Garcin en 1933. Évidemment, dans les interviews, j'amuse la galerie, pitre autant que je peux. Puis il utilisera les images du saltimbanque miteux, du vieil hibou loqueteux. Pendant l'exil, il est un squelette de maréchal des logis, le bouc puant de la furie des envieux, le gugus des plus éculées charognards de guerre. Enfin, et nous aurions pu commencer par cela, naturellement, la correspondance de Céline s'identifie par son style. On ne peut confondre une lettre de Louis Destouches avec aucune autre, tant on y reconnaît la plume de l'écrivain. La lettre, qui depuis ses origines doit reproduire l'art de la conversation, était sans doute la mieux à même d'accueillir les phénomènes d'oralité et les effets de dialogue chers à Céline, auxquels elle offrait dans le même temps un terrain d'expérimentation. La diversité des destinataires a également permis à l'auteur de s'exercer à toutes les palettes stylistiques et rhétoriques. Enfin, la première personne épistolaire a pu préparer le jeu de la narration. Consciemment ou non, l'épistolier fait ses gammes. Que dire sur ce style de façon synthétique ? Tout d'abord qu'il surgit sous la plume de l'épistolier dans les années 30, en même temps que Céline entre en littérature. Puis les phénomènes stylistiques typiquement céliniens se multiplient, et l'on a affaire pendant l'exil à une prose très belle et identifiable. Parmi ces phénomènes figure la présence d'une langue populaire travaillée. En 1934, c'est bien la voix de Bardamu que l'on entend dans cette lettre à Joseph Garcin sur la pratique médicale. Avec la médecine, je suis gâté, vous pensez, le cancer, mes pilons, ça les émeut. Ah, ils la perdent leur superbe, leur vacherie. Enfin, ils sont supportables, abordables. Puis on peut parler de l'inventivité avec laquelle Céline mélange en permanence les registres, des distorsions qu'il fait subir à la grammaire et au lexique, de la cadence et du rythme que l'épistolier insuffle à ses phrases. Dans le détail de l'écriture, ces lettres nous conduisent de surprise en surprise, de trouvailles en trouvailles, et génèrent un bonheur de lecture comparable à celui que l'on goûte en lisant les romans. C'est là un phénomène assez rare que je n'ai pour ma part rencontré dans de telles proportions qu'avec Céline. Je citerai une dernière lettre adressée à un ami breton qui se propose de rendre visite à Céline au Danemark. Ce passage a aussi le mérite de nous laisser imaginer ce à quoi aurait pu ressembler le roman que Céline devait écrire sur l'exil s'il en avait eu le temps. Mais tout d'abord, trêve de rigolade, je ne suis pas du tout sûre de mon sort. J'ai 1 an de niouf, je sais, et puis spoliation totale et à vie, esclave en somme, dégradé fini, viande pour qui veut rigoler, et pas guichante la dépouille. Aller me faire glairer par les rues du monde indéfiniment, ça fait pas une jolie fin d'existence. Faut mieux pas y penser. Vous êtes tout à fait chérie de me proposer la matérielle aide, je vous en embrasse, mais alors là, j'aime mieux crever que d'encombrer les personnes. Pas de chapeau. Ah, des sardines, quand vous viendrez, je suis vachement preneur. Un petit peu marre des harengs baltiques. Le sentiment, c'est ça qui compte. Plus la sardine, bien entendu. Quand on a refermé le volume de la Pléiade, qui se lit aisément d'une traite, comme un roman, on reste habité un instant par l'idée que l'on a entendue, le temps de la lecture de ces lettres, la voix de Céline. Je vous remercie.